Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le Backlog Podcast. Dans ce podcast-là, le numéro 6, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment trippant. Je viens de faire un podcast deviné avec l'épée légendaire lui-même, Maxime Tremblay. Ça a été vraiment le fun, la rencontre. Ça a duré 1h20. On a parlé de jeux dans son backlog. Il nous a expliqué d'où il a commencé à faire des podcasts, comment sa passion des jeux a commencé, quel jeu l'a allumé la première fois. Sa passion pour... je vous donne pas les jeux, écoutez-le, vous allez voir. Et quelle personne calme, relaxe, ça amène juste là, l'ouverture et la discussion. Super intéressant. Merci beaucoup encore une fois à Maxime Tremblay. Puis je vous souhaite un bon podcast. Bienvenue tout le monde au Backlog Podcast. On est rendu au 6e. Vous rentrez dans un monde où on va parler d'une pile de honte à un moment donné de notre invité, de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il a le goût de jouer par la suite au niveau des jeux vidéo. Mais avant, on va commencer par parler un peu avec lui. Puis j'ai le plaisir de recevoir Maxime Tremblay de l'ex-épée légendaire. Oui, qui n'existe plus. Mais qui n'existe plus. Ouais. Et bienvenue au Backlog. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Ben sérieux, moi, tu sais, quand j'ai rencontré Mélanie, Mel Béchartier, après, je pense pas que j'en parle pas dans le podcast, mais je dis crime, t'as fait des shows avec Maxime Tremblay que j'écoutais dans le temps, puis elle dit ben oui, ben tu devrais le contacter, je suis certain qu'il va vouloir quelque chose de genre. Fait que j'ai dit crime, mais j'avais déjà pensé t'inviter, puis ben t'en fais plus du tout de podcast. Non, j'ai pas mal refocusé tout mon temps de création sur Twitch depuis quelques années, où est-ce que j'ai eu à un certain moment un certain succès, mais c'est le côté instantané. D'ailleurs, quand je faisais des podcasts, c'est la même chose, mais j'ai tout le temps aimé le côté rétroaction instantanée des plateformes live comme Twitch, parce que tu as tout de suite le feel avec qui tu parles. Tu peux répondre à quelqu'un directement en dehors de ton cocon, si tu veux, de personnes, de ton équipe puis de tes invités. Et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours fait de la création de contenu depuis des années parce que j'aime partager qu'est-ce qui me fait triper. Puis tu peux pas avoir meilleur retour sur ce que tu es en train de faire que de le faire live. Tu sais, Twitch était parfait pour ça, mais je dépense tellement de temps là-dedans que de maintenir des podcasts, un site web de jeux vidéo et tout, puis de faire de la création sur Twitch, YouTube et compagnie, je peux pas tout faire en même temps. OK. Fait que, mais t'es encore présent, là. Oh oui, je suis encore présent. Je fais du streaming sur Twitch 2 à 5 fois par semaine. Ça dépend des semaines. J'en fais moins qu'avant. Quand même. J'en fais moins qu'avant parce que, on vieillit, parce qu'on a une famille, parce qu'on a un travail à temps plein. Il y a un paquet de raisons, on peut en nommer beaucoup, mais essentiellement, c'est vraiment juste, je dirais, moi, je pense que c'est l'âge, là, c'est une fatigue générale du corps à un moment donné que j'aime encore partager des choses et tout, mais j'aime ça aussi, me retrouver une fois de temps en temps seul avec mes amis puis avoir du fun avec eux autres, là, tu sais. OK. Puis sur Twitch, dans le fond, sérieux, je savais pas que t'étais encore sur Twitch. Ben, je suis pas très Twitch non plus, là. Là, j'arrive là pour présenter mes affaires, là, mais je suis pas très Twitch de base. J'y vais une fois de temps en temps. Je savais pas que t'étais toujours là. Il y a pas de montage, là. Tu fais ça, tu te dis, bon, ben, t'allumes la Switch, tu pars, puis c'est live, puis est-ce que c'est régulier? C'est régulier, mais t'as du montage live, en fait. C'est une console de streaming qui s'appelle OBS Studio, puis c'est comme faire de la télé live un peu d'une certaine façon. Fait que tu as des scènes préprogrammées pour ce que tu veux montrer. Mais dans mon cas, c'est du gaming. Ça fait que j'ai une scène de gaming, une scène de just chatting, une scène de be right back, une scène où est-ce que je vais, exemple, partager mon écran parce que je veux montrer quelque chose, tu sais. Okay. C'est essentiellement ça. Fait que tu fais des switches entre tes scènes et tout. Tu pourrais enregistrer ça puis en faire une vidéo puis en couper certaines parties puis ça pourrait être intéressant dans certains contextes, mais c'est essentiellement du montage live. C'est comme de la télé live, tu sais. OK.
Ben, un peu dans le fond avec l'application que j'utilise, là, qui est web de Riverside. Là, tu vas voir tantôt, je suis capable de pitcher des images, on l'a vu là, pour le début. Puis après ça, je vais partager mon écran aussi. Ça fait déjà une partie de la job. Puis après ça, une autre partie, on peut le refaire là, quand on arrive au montage final. Est-ce que tu fais des heures particulières? T'es-tu à tous les mardis soirs, 8h15? Le week-end. Mes jours fixes, le plus fixe, là, c'est les week-ends, la fin de semaine, le matin. Fait que j'adore le samedi puis le dimanche matin. De 8h30, 9h le matin jusqu'à 14h, 15h à peu près. Je fais à peu près entre 5 et 6 heures de stream par jour, le samedi et le dimanche. Comme, tu sais, là, c'est la fin de semaine, les gens le savent. On va voir ça par après, mais c'est la fin de semaine la grande fin de semaine du congé de Pâques. Là, c'est vendredi, puis lundi, ils vont être ouverts aussi. Fait que je vais encore streamer le lundi matin, puis le vendredi matin demain. Dans les mêmes heures aussi. J'en profite dans ces moments-là pour pouvoir passer plus de temps avec ma communauté. Puis, mais c'est les soirs de semaine que j'en fais moins qu'auparavant. Il y a été une époque où est-ce que j'en faisais vraiment, vraiment beaucoup. Mais là, maintenant, moins. Maintenant, je passe plus de temps le soir là, avec simplement soit à écouter un film avec mes enfants ou avec ma femme ou des fois avec mes amis, tout simplement, qu'on joue ensemble. Là. OK. Puis, mais c'est vraiment cool, ça. T'as-tu bien du monde? Moi, ça m'intrigue. T'as-tu réussi à faire une communauté de... Parce que moi, je suis là-dedans, là, je regarde, si c'est pas pire, ça monte un peu, tu sais, voir si tu reach du monde, si tu fais des bonnes publications à bonne place. C'est très variable dans les époques. Tu sais, quand j'ai commencé, comme je faisais déjà du podcast, j'ai commencé assez fort, on va dire, dans le domaine avec une dizaine de personnes live qui regardaient tout le temps. Ça a monté facilement jusqu'à dans les meilleurs moments où est-ce que, quand je suis devenu partenaire Twitch, autour de 100 à 150 personnes. Quand même. Live, là, parce qu'à ce moment-là, j'organisais des tournois de Smash Bros sur la Wii U. Ça venait de sortir. Okay. J'ai été en congé longtemps. J'ai streamé. J'ai fait des tournois pour le fun. C'était super trippant. Puis là, présentement, on est dans je dirais pas qu'on est dans un creux, mais on tourne autour d'une quarantaine de personnes sur live. Aujourd'hui, je stream d'autres choses. En moyenne, là, tu rouvres la Switch, tu ramasses une quarantaine de personnes, quand même. Ouais, ça veut dire que c'est du monde qui prennent la peine de s'asseoir devant leur écran, ouvrir l'ordinateur sur le côté ou quelque chose de genre. Pendant 5-6 heures de temps, tu sais. C'est fou. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Mais tu sais, souvent aussi, tu sais, comme... on va sûrement en reparler tantôt, mais je stream beaucoup de World of Warcraft, tu sais. Puis, tu sais, c'est un jeu où est-ce que des fois, j'amène la communauté avec moi à jouer avec moi, directement en ligne. Mais aussi, je vais juste comme faire des choses de mon côté, des choses difficiles. Puis là, je push du contenu difficile. Puis, tu sais, il y a des longs moments où est-ce que des fois, je suis comme extrêmement concentré parce que c'est du contenu compétitif que je suis en train de faire. Puis, je réponds pas tout de suite à ce qui se passe sur le chat parce que c'est difficile, tu sais, ce qui se passe à mon écran. Ouais. Puis là, ce qui est cool dans ce temps-là, c'est que les gens sont là. Tu sais, peut-être des fois, ça parle pas beaucoup sur le chat, même s'il y a comme 50 personnes qui regardent, mais les gens choisissent ma chaîne quand même pour l'ambiance chill puis relax parce que je mets une petite musique lo-fi avec ça puis tout. Puis souvent, les gens font d'autres choses sur le site. Des fois, ils jouent eux aussi à un jeu vidéo. Des fois, ils vont jouer au même jeu que moi. Des fois, non. Mais c'est ma chaîne quand même qui choisissent pour venir lurker puis avoir leur petit background qui vient filer leur environnement, parce que, tu sais, des fois, on fait quelque chose puis on a besoin d'écouter quelque chose d'autre en même temps, que ce soit de la musique ou une vidéo sur YouTube ou whatever. Mais il y a plusieurs de ces personnes-là qui choisissent ma chaîne pour remplir cet espace-là. Puis je suis extrêmement, comment est-ce que je pourrais dire, fier puis heureux que les gens choisissent ma chaîne pour des moments comme ça. Ah non, c'est clair. Puis encore là, 50 personnes d'une pièce, ça fait du monde. Ça fait quand t'es assois tous un côté de l'autre, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Ouais. Puis ça, ce bout-là, j'ai un peu de difficulté à comprendre ça. C'est une question d'habitude, là, mais tu sais, moi, mon gars, quand il joue game, il regarde un YouTube sur le côté, puis il joue en même temps. Moi, je suis pas capable de faire les deux en même temps. Ouais. D'entendre ce qui se passe, puis jouer en même temps, j'ai pas ces habitudes-là. Fait que je trouve ça quand même... C'est vraiment cool là, que tu réussis à faire ça. Moi, là, ça m'intrigue un peu. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du podcast parce que, puis je vais te donner dans le contexte que moi, je t'ai connu. Je restais au BIC dans ce temps-là. Puis je savais que tu étais à Montjoli. Je sais pas si tu étais encore à Montjoli. Il me semble que tu étais autour de Montjoli. Non, j'étais à Rimouski maintenant. Tu es rendu à Rimouski, mais dans le temps, que je me souviens parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Oui, j'étais à Montjoli avant, oui. Ouais, j'écoute beaucoup de podcasts. Puis à un moment donné, on vient qu'on sait plus quand puis comment. Puis tu sais, ça s'étire. On écoute aussi ça toujours en tout cas, je les écoute, je les regarde pas. Fait que je fais toujours quelque chose d'autre en même temps. Ou en auto, fait que tu sais, à un moment donné, la mémoire se mélange un peu.
Mais je me souviens, t'étais à Montjoli, puis j'ai dit, crime, un jour, je vais le rencontrer, tu sais. Je vais finir par le croiser. Rimouski, c'est pas si grand que ça. Tu sais, je suis parti en 2011 de Rimouski. Puis je t'ai jamais rencontré. Puis après ça, ben, j'ai déménagé, je suis rendu à Montmagny maintenant. Mais tu sais, il y a Vincent Rioux. Est-ce que tu as déjà rencontré Vincent Rioux? Oui, oui, oui. OK, tu l'as déjà rencontré. OK. Ben c'est ça, ben Vincent t'écoutait aussi dans le temps, là, puis on en parlait, puis de podcast. Fait que raconte-nous donc ça un peu, ton histoire de podcast. Ça a commencé quand? Puis ça va me rappeler à partir de quand j'ai commencé à t'écouter. Je peux même reculer un peu plus d'avance un peu pour parler qu'est-ce qui m'a amené même à faire du podcast à ce moment-là, ben oui, parce que je trouve que ça fait partie de l'histoire, puis c'est intéressant, tu sais. En tout cas, merci, du moins, de mon point de vue. merci de me ramener à l'ordre, t'as raison. J'aurais dû Non, dire, mais... parle-moi de ta naissance, t'es né où finalement? Non, on va recommencer, puis le monde va pas l'échapper. Ouais, mais non, ça c'est pas intéressant, mais, OK. Mais l'histoire, c'est que, tu sais, j'ai tout le temps été comme un peu en avance technologiquement sur bien des affaires, parce que ça m'allume, parce que j'aime apprendre des nouvelles affaires, puis tout. Puis déjà, dès 2006-2007, j'avais déjà commencé à écrire des blogs par moi-même, tu sais. Puis là, à cette époque-là, on recule, là, ça fait longtemps. Tu sais, en 2006, il n'y a pas de Facebook ou très peu. Ça a commencé en 2007. Moi, je me souviens, ça. Premier coup, là, c'est 2007. Je venais de changer de job. C'est pour ça que j'ai le marqueur de ça, là, en changement de job. Je me souviens que ça allait arriver, là. C'est ça. Puis là, tu sais, moi, je cherchais des plateformes. Tu sais, essentiellement, à cette époque-là, il y avait... Microsoft avait sa propre plateforme de blogging qui appelait MSN Blog, que j'ai testé un certain temps. Il y a des gens qui avaient commencé leur propre site web. Il y avait des sites web un peu plus professionnels qui avaient commencé à avoir, si on veut, des sites sur site. Mais bref, moi, j'expérimentais beaucoup avec ça. Des MySpace et compagnie, tu sais, je veux dire. Mais... Tu sais, j'aimais ça beaucoup, puis j'avais commencé à un moment donné à faire ça pour le fun, tu sais, écrire des critiques de jeux vidéo. J'avais lu ça dans certaines plages. Je suis capable de faire ça, moi aussi, tu sais. J'étais pas super capable de le faire dans les faits, mais c'est pas grave. Tu sais, je le faisais quand même parce que ça m'amenait à partager, puis il n'y a personne qui lisait ça, tu sais, mais c'est pas grave. Mais éventuellement, à un moment donné, tu sais, dans ces sites-là, je me suis mis à... Tu sais, un des grands sites qui était populaire à l'époque, c'était sur Branchez-vous, vieille itération de Branchez-vous. Ils avaient développé leur propre section de jeux vidéo qui s'appelait jouer.com. Puis à un moment donné, ils avaient commencé juste à chercher des chroniqueurs de leurs affaires. Ils ne payaient pas, mais ils disaient, ben, nos nouveaux chroniqueurs, on prend le jeu, on leur poste, puis ils jouent au jeu, ils font la critique, puis ils nous leur envoient, on édite. Le rédacteur en chef passe par-dessus, corrige les fautes, puis il publie ça. J'avais donné mon nom pour ça. Et l'éditeur en chef, à ce moment-là, le rédacteur en chef, c'était François Tadei. Puis j'avais une place. Fait que j'ai commencé à écrire beaucoup à cette époque-là. Puis c'était en même temps, c'est là que ça a commencé à grossir pour moi, l'amour du jeu vidéo, puis des critiques, puis des tout. Mais il manquait un aspect rétroaction, un aspect aussi que tu peux pas discuter. Tu fais ça tout seul chez vous, puis tu fais ça. Tu le repartages après. Fait que j'avais commencé à consommer d'autres types de contenus à ce moment-là. Les podcasts, ça commençait à effleurer. Il y a eu une première vague. Ouais, les premiers temps, exemple que moi j'ai vu, mais c'est sûr que c'était Radio Talbot avec Denis et sa gang qui faisait ça chez eux après Monsieur Net, qu'on avait déjà à TV. Puis, fait que c'est ça. Puis ça coûtait cher dans ce temps-là. Ouais. De ce que je comprends, là, de réussir à hoster le data puis de s'organiser, c'était des coûts quand même assez imposants à comparer maintenant. Oui, parce que l'Internet n'était pas illimité, le matériel coûtait cher et compagnie, puis avoir du bon matériel, c'était pas facile, mais en parallèle avec ça, après jouer.com, toujours pendant que je faisais ça, j'avais starté un site web de jeux vidéo avec mes amis qui s'appelait lan2k.net. Puis là, je voyais des podcasts commencer à fleurir sur Internet. Je dis à mes amis, je vais faire ça nous autres aussi. Fait qu'on avait starté le podcast de lan2k, puis on avait fait 13 épisodes, je pense. Mais la direction de lan2k, moi, je prenais ça au sérieux, tu sais. Je voulais que ça fonctionne, puis je voulais que ça marche. Puis mes amis, eux, ils faisaient ça pour le fun, puis pas comme tel qu'on avait une mésentente sur le sujet, mais on n'était pas à la même place. T'sais. Puis que là, j'ai juste, comme j'ai dit, correct, faites vos affaires, puis tout. On est encore des amis aujourd'hui, il n'y a pas de trouble. Puis j'ai dit, je vais starter mon propre projet. Fait que j'ai créé un site, j'ai imaginé un nom, puis c'est là que j'ai créé l'épée légendaire. Je connaissais déjà Mélanie
Mélanie Boutin-Chartier, Mélanie Delbé-Chartier, Ouais. aussi, quand on raccourcit son nom, à travers jouer.com. J'avais demandé si elle voulait venir participer avec moi, puis écrire des critiques, puis faire le podcast, que j'ai starté tout de suite de l'épée. Puis elle a dit oui. Puis là, on avait commencé ça en 2011. Puis j'ai fait plus de 200 épisodes là, de l'épée légendaire sous plusieurs formes. Là. On a duré ça. J'ai duré ça plusieurs années avec l'équipe originale. J'ai pris une pause à un moment donné. Le projet s'est transformé. Je suis revenu avec une autre équipe quelques années après. Okay. Ça me dit quelque chose parce que je me souviens à un moment donné, ça avait comme... Je le voyais moins passer, puis c'est revenu. Les enfants ont débarqué dans le décor à un moment donné, de ce que j'avais compris aussi. Tout est commencé en même temps, en fait. Quand j'ai commencé l'épée légendaire, je venais juste d'avoir des jumeaux. Donc, j'avais déjà des enfants à cette époque-là. Les jumeaux sont nés en décembre 2010, puis j'ai commencé l'épée légendaire en juin 2011, si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, les enfants avaient juste 6 mois. Fait que, oui, je faisais beaucoup de choses, mais là, tu sais, tu commences à développer à travers ça. L'épée légendaire, c'était pas juste un podcast. C'était un site complet de jeux vidéo, de nouvelles, de critiques, à laquelle avec le temps, j'ai développé une relation puis une réputation avec les studios, où est-ce qu'on a eu les contacts de presse et compagnie pour avoir ces jeux-là par nous autres mêmes, ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire du jouer.com, puis jouer.com, ça a fermé pas tellement après. Là. C'est le moment où est-ce que c'était pas fermé, puis avant que ça soit racheté par l'équipe de Rogers et tout. Mais j'ai ça, puis c'était vraiment beaucoup de gestion. Tu sais, il y était une certaine époque où est-ce que j'écrivais à peu près entre 500 puis 800 articles par année, puis je faisais... T'avais-tu une job avec ça ou tu réussissais à en vivre? Non, j'ai une job, une job au travers. C'était juste du passe-temps, ça. Là. OK. Puis ça n'a jamais été payant? Ça a-tu déjà été payant? Ça n'a jamais été payant. Ça n'a jamais rapporté un sou. Mais on a... Tu sais, je faisais facilement une quarantaine de jeux au complet par année. C'était extrêmement lourd jusqu'à l'épuisement à un moment donné. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas comme garder ce rythme-là tout le temps. Fait que c'est ça. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai ralenti beaucoup puis j'ai voulu refocuser sur d'autres choses pour que ça reste un plaisir, pour que ça reste le fun, mais aussi pour que je puisse continuer quand même à partager des choses sans arrêter complètement. Tu sais. C'est là que Twitch a commencé à venir prendre le dessus progressivement. Là. Puis t'as commencé en quelle année, Twitch? Quand t'as fermé l'épée légendaire ou t'avais déjà commencé? Non, les deux se sont overlappés quand même pas mal, mais tu sais, vois-tu, j'ai commencé à faire du Twitch de manière régulière en 2014, en mars 2014. J'avais déjà une chaîne Twitch avant pour l'épée, où est-ce qu'on faisait les podcasts, mais live en plus. Puis j'éditais la version vidéo puis la version audio, j'ai envoyé ça sur Apple, puis j'ai envoyé ça sur YouTube. Mais en parallèle à ça aussi, j'avais la chaîne Twitch de l'épée où est-ce qu'on faisait les podcasts. Puis là, j'avais commencé à faire des jeux vidéo, tu sais, juste de mon côté, sur ma chaîne Twitch à moi qui s'appelait Tremblay Max à cette époque-là. Puis à un moment donné, je l'ai renommé comme étant Max Tremblay TV. Puis, ben c'est ça, mais j'ai commencé à streamer de manière régulière en mars 2014, puis j'ai jamais vraiment arrêté depuis ce temps-là. J'ai jamais pris de break de mois ou d'années depuis ce temps-là. J'ai streamé littéralement toutes les semaines depuis ce temps-là. Même si à la plage, les deux pieds dans le sable, tu streamais, c'est bon, ça. Ben, je veux dire, pas à tous les jours, mais tu sais, exemple comme là, à toutes les semaines, tu sais, des fois, il y a une semaine dans l'été où est-ce que je pars, je vais voir ma famille à Bécomo, puis je vais pas streamer cette semaine-là, mais tu sais, je reviens tout de suite après. C'est une des premières affaires que je fais le lendemain, tu sais, mes bagages sont vidés, puis j'ai hâte d'aller streamer, puis de reparler au monde qui viennent me voir, à toutes les semaines. Fait que j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai jamais arrêté depuis cette époque-là à faire ça. Puis Twitch versus le podcast, beaucoup moins de job, j'imagine, de montage, d'organisation, ou parce qu'une fois ton setup est tout fait, ou ça demande quand même de la gestion pas pire? Twitch, c'est la création de contenu parfaite pour les gens paresseux. OK. Parce que tu travailles beaucoup pour monter tes choses de manière fixe puis stabiliser ton setup. Une fois que c'est stable, tu peux commencer puis arrêter n'importe quand. Tu t'assois, tu payes sur Go Live puis c'est réglé. C'est vraiment pas long à faire. Okay, tu n'as pas de préparation ni avant ni après. OK. Parce que c'est ça qui doit venir lourd avec le temps. Parce que là, je suis en train de m'organiser et d'essayer d'optimiser mes affaires le plus possible, mais
sais, une fois que tu mets ça sur les réseaux sociaux, que tu montes, fais ton montage, puis le kit, ouf, c'est pas long que tu as brûlé 2, 3, 4, 5 heures de travail sur le podcast en dehors de l'enregistrement. Dans les débuts, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, avec le temps, je te dirais qu'il y a plein de trucs, là, où est-ce que tu peux comme sauver beaucoup de temps. Tu sais, exemple, faire un enregistrement live, c'est quelque chose que les gens apprécient. Fait que le truc, en tout cas, ça, c'est mes trucs à moi, là. Et de la façon que je le faisais pour sauver du temps, c'est que mon enregistrement live était extrêmement bien structuré. Fait en étant un podcast structuré, le live coulait très bien. Puis ce que je sauvais de temps en structurant le podcast beaucoup à l'avance, je le sauvais en montage après parce que j'avais plus besoin de faire de montage de ça après parce que mon podcast était déjà structuré. Et une fois que. Puis ça donne quand même un résultat que j'apprécie beaucoup du podcast. C'est pas professionnel, mais c'est clean. Tu sais, j'aime pas un podcast qui est comme complètement désorganisé, mais j'aime pas un podcast non plus qui provient d'une production professionnelle de télé. Ben, faut que ça soit une discussion. Oui. Puis il faut que ça soit, ben, en tout cas, moi dans mon oreille, faut que ça soit des chums qui jasent ensemble. Ou que ça donne un peu cette impression-là, mais il faut qu'il y ait une qualité quand les micros sonnent pas bien, quand c'est mal calibré, quand ça, c'est sûr que ça vient déplaisant à entendre, c'est moins fun dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas des Riverside, exemple, qu'on pouvait utiliser puis qui étaient des plateformes qui utilisaient tout. Fait que, tu sais, de mon côté, moi, j'ai été plusieurs années que je le faisais avec Skype, où est-ce que je rejoignais les gens sur Skype. Puis j'avais un plugin externe qui enregistrait la conversation jusqu'au jour où est-ce qu'on s'est rendu compte que le plugin externe était capable d'enregistrer 1h27 précisément, mais pas plus. Okay. À 1h27, ça crashait puis tu perdais tout. Fait que c'était extrêmement important d'arrêter ça, ouais. C'est là que le Twitch, à un moment donné, j'ai commencé à le faire live parce que ça me permettait d'avoir la partie enregistrée en ligne, mais d'en enregistrer une version locale aussi avec OBS à cette époque-là qui commençait à être plus populaire. Ouais. Puis là, ben, j'avais un backup local versus un backup en ligne, puis je pouvais extraire le son seulement à partir de l'enregistrement vidéo, ce qui était facile à faire. Puis ça ne me demandait pas beaucoup de montage non plus, malgré tout. Donc, c'était mes trucs à moi, là, tu sais. Ouais. Non, mais je développe. Inquiète-toi pas, là-dessus, je commence à être pas si pire pour les trucs. Faut juste que je sois capable de les appliquer comme il faut puis que je manque pas mon coup. Mm-hmm. Mais non, c'est vers ça qu'il faut s'en aller. Mais les outils ont vraiment évolué, là. Oui, ça a changé. Comme Riverside, là, tu pourrais prendre ton téléphone puis ça ferait. Mm-hmm. Tu sais, c'est une application web, là, fait que tu l'ouvres dans ton browser, puis on serait capable d'enregistrer direct. C'est sûr que là, c'est la qualité du téléphone, là, mais ça reste quand même, tu pourrais brancher un vrai micro sur ton téléphone, puis ça ferait la job. Ouais, non, c'est quand même assez impressionnant. Là, en fait, c'est pas étranger au fait que le podcast est devenu de plus en plus populaire avec les années, même si moi, j'ai arrêté d'en faire, parce que j'en faisais à une époque où est-ce que ça commençait à être populaire, mais pas tant que ça, tu sais. C'était quand même très niche encore, puis il n'y avait pas de plateforme comme ça. Aujourd'hui, il y a des plateformes pour faire ça et tout, et ça rend. Si je recommençais à en faire, il y a des bonnes chances que je me mettrais au goût du jour pour les outils à utiliser parce que c'était quand même un peu bancal ce que je faisais, tu sais, mais ça fonctionnait bien. Mais je pense que dans le temps, c'était ça, mais c'était plus coûteux. Puis maintenant, tout est beaucoup plus simplifié là, quand tu es bien organisé. Ouais. Hey, je vais te poser une grosse question philosophique. Oui. Mettons que tu serais un personnage de jeu vidéo. Dans un jeu qui s'appelle l'épée légendaire. Quel personnage tu serais? Ben, c'est comme n'importe qui, c'est sûr qu'on aimerait ça être le héros, hein, tu sais. Oui, mais quel héros? C'est toi qui décides l'héros de ton jeu. C'est ça qui est embêtant parce que ça vient souvent à ce qu'on s'identifie dans les jeux qu'on joue où est-ce que par exemple, dans certains RPG, ben, il y a souvent plusieurs types de classes. Tu sais, des archétypes qui reviennent souvent. Fait qu'on a souvent des guerriers, on a souvent des paladins, on a souvent des mages, on a souvent des soigneurs, des prêtres. Tu sais. Moi, un archétype que j'adore, que j'aime depuis plusieurs années, c'est les druides. J'aime les druides. J'aime l'aspect shape-shifting. J'aime l'aspect d'être proche de la nature dans ces jeux-là, puis d'aller chercher un mix de pouvoir grâce à ces changements de forme-là qui peuvent être extrêmement variés. Tu sais, de pouvoir être dans certaines situations, être un spellcaster, de pouvoir dans une situation être un healer, de pouvoir être dans une situation de devenir le tank de mon groupe. Puis cet archétype-là de druide, j'adore ça. Je trouve ça vraiment cool. C'est probablement ce que j'aimerais faire. OK, puis y en a-tu en particulier que tu serais?
Un T'as-tu druide. un personnage? Ouais, t'as-tu une image? Un nom. Un nom? D'un Y a-tu... personnage? Non, j'ai pas de personnage spécifiquement de connu qui serait un druide qui me représenterait. C'est sûr que là, je joue beaucoup à Warcraft ces temps-ci. Il y a des druides dans cet univers-là, mais il n'y a pas de druide auquel je m'identifierais. En fait, je m'identifierais probablement à mon propre personnage que j'ai créé avec les années puis que je joue depuis plusieurs années, qui est mon héros à moi, tu sais. J'ai comme construit mon propre héros, puis c'est probablement lui que j'aimerais incarner, tu sais. Bon. Fait que puis il s'appelle comment ton propre héros? Il s'appelle Grand Pré. C'est le nom de Grand Pré. Bon. Ouais, c'est le nom de mon personnage. Excellent. Fait que c'est ton personnage dans ton jeu vidéo. Hey, super. Fait que, on va passer, vous savez, dans ce podcast-là, il y a 3 étapes. Une fois qu'on a parlé un peu avec notre invité, on parle de sa pile de honte. Même j'ai commencé, je cherchais le nom pour les gens qui suivaient le podcast. Est-ce qu'on les appelle les honteux? Ouais. Je me disais peut-être, tu sais, parce que quand t'es honteux de quelque chose, tu dis crime, je vais aller écouter, voir c'est quoi la honte de l'autre. Peut-être que je suis moins honteux en me comparant, tu sais. Fait que je trouvais ça drôle comme idée, là. Fait que la première partie, c'est ma pile de honte où on va aller jouer un peu dans ton backlog puis regarder c'est quoi. Après ça, on va aller faire un petit tour dans ce que tu cuisines présentement sur le feu. Qu'est-ce que tu es en train de jouer? Puis demain, c'est une autre console. Ce qui t'a hype pour ce qui s'en vient. Fait que c'est ça les 3 prochaines parties. Fait qu'on se revoit tout de suite après ce petit jingle-là. La question tout le temps, c'est quoi ta pile de honte? Combien de jeux là, que t'as jamais fini de jouer ou que t'as pas commencé? Souvent, moi, dans ma tête, la pile de honte, c'est les jeux que j'achète, que je pile, que je joue pas. Mais à date, les invités que j'ai eus, ils ont souvent goûté un petit peu au jeu, puis ils l'ont remis là, puis ils ont dit je vais le jouer, je vais le finir un jour, puis ils traînent là. Fait combien t'en as à peu près de jeux qui sont dans cette... Et tu m'as posé la question il y a 2-3 jours. Là, pour que tu réfléchisses parce que des fois, quand t'en as beaucoup, je vais te mettre un chiffre ou te quittes, ça... Puis, je vais être franc, c'est extrêmement compliqué de compter ça. Ça vient aussi de l'historique du fait que je testais des jeux vidéo. Fait que souvent, même quand tu testes des jeux vidéo, tu les reçois, tu sais, puis tu les fais. Ouais. Mais c'est un peu une obligation de jouer aux jeux que tu reçois puis que tu dois faire pour ton média. Ce qui fait que tu veux quand même acheter des jeux puis faire des jeux que tu n'as pas eu l'occasion de faire. Mais souvent, c'est que tu les achètes puis tu les commences pas. Fait que là, je t'ai sorti dans les listes de jeux des noms de vieux jeux qui font... on va faire comme « Oh, c'est vraiment loin », mais c'est pile dans ce contexte-là. Tu sais, c'est exactement à cause de ça. Le premier que je voulais parler, c'était... mais attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, je veux savoir combien t'en as à peu près. T'as-tu une estimation du nombre de jeux que t'as acheté? Pas ceux que tu t'es fait donner puis t'as pas fini. Ça, je comprends qu'ils sont là. Puis des fois, c'est le bon choix. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est pas le fun. Ironiquement, ceux-là que je me fais donner, ceux-là, je les finissais. Pour moi, c'était important. Okay. Mais bon, tous ceux que t'as pas fini. C'est vraiment difficile parce que, comme je dis, j'en ai acheté beaucoup. Puis souvent, j'achète en spécial, en numérique ou des fois en version physique. Mais il doit y avoir plus d'une centaine de jeux là, facilement dans cette pile-là là, que j'ai acheté puis que j'ai jamais terminé. J'ai terminé, puis il y en a plusieurs là-dedans que j'ai même pas ouvert. Tu sais, c'est vraiment triste. Là. Puis sur toutes les plateformes, là, autant sur Nintendo que sur PC, sur Steam, sur Xbox, sur PlayStation, j'en ai partout. Là. Je veux dire, les enfants ici, là, des fois, je fais une parenthèse rapidement, là, mais ils fouillent des boîtes, puis ils tombent sur une boîte. Exemple, ils ont tombé sur une boîte avec ma vieille PS3, puis là, ils ont vu une pile de jeux là-dedans. Ils m'ont dit « T'as donc bien des jeux de ça, je peux-tu la plugger? » Je dis « Oui, vas-y, plug là. » Puis là, il dit « T'as-tu joué à ça? T'as-tu joué à ça? Ça, oui, ça, non. » ça, je sais que c'est bon parce que je lisais, puis tout le monde le dit. C'est pour ça que je l'ai acheté, puis non, je ne l'ai pas joué. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'est sûr qu'en faisant ce que tu nous racontais tantôt, c'est sûr que tu as moins de temps un peu. Puis tu m'as donné un prix, tu veux-tu un montant à peu près que tu estimes? Ouais. Ben écoute, si je regardais tout le backlog, là, je peux le dire, là, mais d'après moi là, en termes de jeux non terminés, si je regarde les pleins prix, là, il doit en avoir facilement pour plus de 5000. Là. Sur les 20 dernières années, quand même, là, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de jeux. Là. Fait qu'il faut se trouver des excuses. Fait que je te le donne pour 20 ans. Wow, il n'y a rien là sur 20 ans. Sur 20 ans, ça se prend bien. Tu connais-tu Stéphane Goulet? T'as-tu déjà rencontré? J'ai pas rencontré, mais je connais le nom, oui. De nom? OK. Ouais. Vraiment, vous seriez amis du backlog. Vous seriez des bons amis, je pense. Ouais, vous avez des liens communs pas pire à faire dans vos backlogs. On peut commencer à parler de tes jeux.
Et Ouais. dans le fond, ça veut nous dire qu'est-ce qui t'a hypé, parce que quelque part, tu l'as acheté, il y a quelque chose qui t'a allumé là, puis pourquoi tu l'as pas joué, dans le fond. En effet, puis j'ai deux jeux qui viennent un peu de la même époque. Contexte, à cette époque-là, c'est l'époque de la Wii, donc on parle entre 2006 puis 2011, même 2012, parce que la Wii U est sortie en 2012. Dans les critiques de jeux vidéo, il y en a un que j'avais fait qui s'appelait Xenoblade Chronicles, qui est un excellent JRPG. Puis ça m'a vraiment hypé pour faire des JRPG à cette époque-là. Il y en a un qui allait sortir sur la fin de vie de la console, qui s'appelait The Last Story sur la Wii. Je t'avais écrit Lost Story là, sur le Messenger, je me suis trompé. Là. Mais je l'ai pas trouvé, lui, j'ai trouvé un Last Story. Ouais, c'est The Last Story, puis c'était un peu le même. Ça me rappelait beaucoup Xenoblade Chronicles. C'est un JRPG avec une histoire qui semblait intéressante, un système de combat qui me semblait vraiment cool. Les graphismes, c'était pourri parce que c'était la Wii, mais j'ai jamais joué au jeu. J'ai acheté une édition de collection de ce jeu-là avec un livre de Heart à l'intérieur et tout. Puis je l'avais jamais déballé. Je l'ai même pas déballé. C'est de loin un des pires achats que j'ai jamais fait pour ça. C'est mes enfants, à un moment donné, en vieillissant, qui ont fouillé dans mes choses puis qui ont déballé la boîte. Puis j'étais comme, oh non, t'as déballé mon jeu que j'ai même pas joué puis que j'ai même pas déballé moi-même. Puis il est encore dans une étagère en haut. Je l'ai toujours pas joué. Mais j'ai plus de console qui fonctionne pour jouer ce jeu-là aujourd'hui. Donc, OK, fait que tu serais même pas capable de dire, je vais régler une partie de mon backlog, puis prendre un engagement à soir, puis dire, je vais te le régler, celui-là. Non, ce serait même pas possible. J'ai plus de Wii ni de Wii U qui fonctionne. Ma Wii est tombée. Je pense que c'est souvent à cause des enfants, là, malheureusement. Là, c'est pas parce que je les aime pas, mais c'est souvent ce qui arrive parce que je fais extrêmement attention à mes choses, mais pas eux autres. Oui, c'est ça. c'est des enfants. Ils ont accroché une Wii puis ils l'ont jeté en bas du meuble puis elle est tombée sur le côté puis elle a cassé. Puis la Wii U. Ça a réglé son cas. Ouais, puis la Wii U, c'est le contrôleur là, qui a un des enfants qui joue à quelque chose puis il s'est fâché, il a donné un coup de Wiimote dans le contrôleur puis il a pété l'écran. Puis je pouvais plus me servir de la console non plus. OK. Fait que toi, l'espèce d'histoire qu'il y a du monde qui lançait la manette dans des écrans, toi, tu l'as vécu. Ah, littéralement, j'ai un nouveau téléviseur maintenant, mais le précédent, j'ai un des enfants qui a lancé une Wiimote dedans en jouant au bowling sur la Wii. C'est passé. C'est exactement ce qu'on voyait sur Internet, là, des gens qui lançaient des manettes parce qu'ils n'avaient pas mis la dragonne sur la manette, puis elle a lancé ça dans l'écran. Puis qu'est-ce qui t'allumait dans ce jeu-là au départ, quand tu l'as acheté? C'était vraiment une vibe. C'était vraiment la vibe de JRPG. J'étais vraiment dans ce mood-là. Xenoblade Chronicles avait été tellement bon, puis j'avais tellement aimé l'univers et tout, que j'ai comme fait « Oh shit! Je viens découvrir un style de jeu que je connais pas. » Puis j'ai vraiment le goût de faire ça. Puis la vibe de la story ressemble vraiment beaucoup. Le style de graphisme, la façon que les personnages se parlent entre eux, puis que c'est construit, la vibe de l'univers, même si c'est pas pareil puis c'est pas au même endroit, ça me faisait penser à ça. J'ai dit, je vais triper là-dessus. Les critiques du jeu avaient été excellentes. J'ai dit, il faut absolument que je joue à ça. Je l'ai jamais joué. Je l'avais même pas déballé. OK. Puis là, tu pourras même plus jouer. À moins, y es-tu disponible quand tu achètes une Switch tu es capable d'avoir en numérique? Je pense pas, non. Faudrait que je vérifie, mais je pense pas. C'est un jeu qui n'a jamais été réédité. Ça avait pris du temps avant qu'on puisse l'avoir en Amérique du Nord à cause du doublage. Puis il avait fait un bon doublage quand même, mais ouais. Excellent. Hey, c'est quoi ton plus vieux jeu? Que je possède ou que j'ai déjà possédé? Bon, les deux réponses. Mais c'est quoi? Non, mais que tu as déjà les deux possédés, ça c'est moins bon parce que tu les as vendus ou tu t'en es débarrassé. Mais celui-là que tu as gardé encore, tu as jugé que ta plus vieille cassette, là, tu souffres encore dedans. J'ai chez mon père, je pense que j'ai encore un Nintendo 64. Mais l'histoire, c'est que je gardais pas mes vieilles consoles. Quand j'achetais une nouvelle console, je donnais la précédente à un voisin qui avait un enfant qui était jeune ou quelque chose comme ça. Ça a l'air super genre, je suis Mère Teresa, je donne mes choses, mais j'étais vraiment comme ça. Je voulais vraiment jouer à une nouvelle patente, puis j'aimais ça faire plaisir. En face de chez moi, il y avait une gardienne qui gardait des enfants, puis c'est souvent moi qui donnais la console. Quand les Xbox One sont sortis, j'ai donné ma Xbox 360 à quelqu'un qui en avait besoin, tu sais, besoin.
on n'a pas besoin de jeux vidéo, mais Ouais, des ça. gens, T'as des sauvé gens la qui vie de n'avaient quelqu'un, pas... clairement. Ouais. Non, mais quelqu'un, tu sais, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent puis qui voulaient quand même que leurs jeunes puissent jouer à quelque chose. Tu sais, j'ai tout le temps fait ça. Fait que j'ai pas gardé de vieilles consoles. Mais t'as les jeux Comme encore. Non, mais souvent, quand je donnais la vieille Ah, console, je donnais les jeux avec, quand c'était les OK. versions physiques. Fait Fait que j'ai plus beaucoup de vieux jeux, excepté des jeux de Wii que j'ai OK. encore, exemple comme The Last Story, entre autres, là. Ouais. Puis ou l'édition spéciale de Zelda qui était sortie sur la Wii, là, qui était Skyward Sword, que j'ai encore. Fait que ça, c'est sûr que je possède encore. Le plus vieux jeu que j'ai eu, je te dirais, le premier jeu que j'avais reçu, c'était sur la NES. Quand je l'avais reçu en cadeau, j'avais juste 8 ans. Ma mère m'avait amené chez Woolco à cette époque-là pour choisir un jeu parce qu'elle avait acheté une console. Puis j'avais choisi une belle cassette en or, une belle boîte dorée qui s'appelait The Legend of Zelda, qui était dans le présentoir. J'ai acheté ça sans savoir aucunement c'était quoi. Que tu venais d'acheter un classique. Ouais. C'était excellent. C'était vraiment bon. J'ai été chanceux, j'aurais pu choisir Wayne Gretzky Hockey, puis qui est un jeu pourri, tu sais. Tu serais probablement pas là aujourd'hui. Non, c'est ça. Ça t'a amené dans... Ah ouais, c'est donc bien cool, ça. Ouais. Excellent. Et on peut passer peut-être à ton prochain jeu. Ouais, c'était un peu dans la même vibe, dans la même époque. Parce que là, je disais, hey, JRPG, j'ai le goût de jouer à des jeux japonais. C'était comme vraiment une vibe. Je m'étais acheté un PlayStation 3. J'avais fait sur PlayStation 3 un autre jeu qui s'appelait, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Mais j'avais jamais joué à des Final Fantasy. Le dernier sort, Final Fantasy 13. Comme cadeau de Noël, je donne ma liste. Tu sais, on fait ça chez nous, on se fait des listes de cadeaux. Puis ma conjointe a dit correct, elle dit, je vais t'acheter quelque chose là-dedans. Elle choisit Final Fantasy 13 avec des protagonistes qui sont super intéressants. Que je trouve que le jeu a de l'air vraiment cool. C'était pas si cool. J'ai vraiment pas accroché à l'univers. J'ai joué, je pense, 5 heures ce jeu-là. J'aurais bien voulu voir plus loin. Mais le jeu était extrêmement linéaire. J'aimais pas du tout le style de combat. Donc, lui est allé sur... je me suis dit, à un moment donné, j'y reviendrai. Et je suis jamais revenu. Fait que là, ta blonde a fait... de collection encore. OK. Puis là, ta blonde, dans le fond, elle t'a donné un cadeau que t'as pas aimé. Crime. Ouais, elle était déçue, mais comme j'ai dit, c'est pas de ta faute. Tu sais, qu'on peut pas savoir si on va aimer un jeu ou non, là, mais ça fait partie des choses. Mais puis des fois, je sais pas si c'était comme moi. Moi, il y a des jeux. Là, je suis en train de jouer à Assassin's Creed. Puis j'ai 50 heures de fête. Mais quand je vais finir ce jeu-là, après 60, 70, je sais pas combien de temps qu'il va me prendre, ou peut-être même plus, là, j'ai passé la moitié, puis je vais peut-être me tanner, puis le finir plus en ligne droite vers la fin. Mais quand je reviens, puis je trippe, là, je l'aime beaucoup, le jeu. Mais souvent, le jeu d'après, il a besoin d'être bon en tabarnouche, parce que j'ai de la difficulté à... Il a beau être bon, là, mais faut que j'oublie... les attentes, là. Ouais, sans le vouloir, là, tu sais, on dirait qu'on recherche un peu le feeling qu'on avait dans celui-là d'avant. C'est ça qui t'est arrivé dans ce cas-là? Non, dans le cas de Final Fantasy, c'est juste parce que c'est une franchise un peu... tu sais, c'est une franchise légendaire, tu sais. Tout le monde parle positivement de Final Fantasy, puis je pense que les attentes que j'avais envers la franchise étaient déjà overhypées beaucoup par rapport à ce que c'était. Final Fantasy XIII avait eu juste en plus un accueil relativement mitigé. C'était vraiment pas le meilleur de la franchise. Mais c'est le premier avec lequel moi, je voulais vraiment débuter la franchise. Je l'avais eu en cadeau, puis... Non, effectivement, c'est la vie. Oui, puis c'est un style, là, quand même, aussi. Oui. Oh, tu sais, c'est quelque chose... Faut que tu aimes ça. C'est intéressant, mais quand même, je pense... En tout cas, moi, c'est des jeux que, tu sais, j'ai aimé... J'en ai fait dans le temps, j'ai fait une nouvelle version de Final Fantasy VII, puis quand je l'ai vu, là, je sais pas, j'ai décidé que le X puis le V, je l'ai mêlé, là, j'étais, voyons donc. J'avais comme, tu sais, Final Fantasy VII, il l'a pas fait, je comprenais pas, mais c'est ça, j'ai mêlé un X puis un V, c'est étrange, ça m'arrive des fois de faire des affaires de même. Ça arrive, c'est pas la fin du monde, mais ça arrive. Non, mais j'ai quand même trouvé le bon jeu, finalement. On passe à ton prochain. Le dernier jeu, c'est beaucoup plus récent. Là, on change de vibe comme complètement. C'est un jeu qui est sorti sur Xbox l'an dernier, qui est Indiana Jones. C'est quoi le nom du jeu complet déjà? C'est Lost, un petit peu. C'est le grand... Je sais pas en français, c'est le Great Circle. Ouais, Great Circle, exact. Ouais. J'ai commencé le jeu, puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est
tellement bon. J'ai vraiment envie de faire ce jeu-là au complet. J'ai joué 2 heures puis j'ai pas joué. Mais pourtant, le jeu est excellent, il est super beau. T'as vraiment le feeling de jouer, de regarder un film de Indiana Jones. Les textes sont faits avec humour, puis avec passion, puis avec l'action aussi. Tu sais, c'est extrêmement bien fait. Puis, comme je suis un joueur qui joue beaucoup à d'autres choses présentement, j'ai juste manqué de temps. Fait que je l'ai mis de côté, puis j'ai jamais rejoué. J'ai Puis pas tu l'as pu oublié. retourner. Puis c'est comme, je dirais pas oublié, mais à toutes les fois, je regarde le jeu, puis je fais comme, hey man, il faut vraiment que que j'y retourne parce que ça a l'air vraiment le fun. Mécaniquement, c'était super le fun. Le gameplay est cool. Tu peux y aller action ou plus stealthy. Puis j'ai sorti un soir avec mes amis dans une microbrasserie locale ici à Rimouski. Puis on en parlait, puis eux, les deux étaient dedans, ils étaient en train de le faire, puis elle disait, Max, c'est sûr que toi, le grand gamer que t'as fait ça. Puis là, j'étais comme, non, je voulais vraiment le faire. Fait que ça, c'est très récent, puis c'en est un que j'ai mis sur le côté. C'est les 3 exemples là, que je voulais parler à soir pour changer d'époque un petit peu, mais celui-là a de l'air... J'aimerais tellement le finir, puis le faire au complet, il a de l'air tellement excellent, tellement bon. Ils l'ont-tu sorti sur autre chose que Xbox? Oui, il est sorti sur PlayStation maintenant. Ça a pris un an, mais maintenant, Microsoft font ça maintenant. Ils vont aller... leurs jeux sortent déjà tout le temps sur PC. Ils vont ouvrir certains jeux comme ça aussi sur PlayStation aussi. Là. Puis PlayStation a commencé aussi à faire ça. Là. Ah oui, OK, tout à je vais fait. regarder. Sérieusement, ça peut m'intéresser, là, des fois. Mais je l'ai comme pas revu passer. Je me souviens quand ça avait sorti, je n'avais entendu parler, mais je l'ai pas vu repasser sur PlayStation. Ça a l'air... Si tu es un fan des jeux comme, exemple, Uncharted ou Tomb Raider, hein, parce que tu as beaucoup d'action, mais il n'y a pas beaucoup de... C'est sûr que ces 2 jeux-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que ces 2 jeux-là ont beaucoup de platforming, puis Indiana Jones en a un peu moins, là, mais c'est excellent. C'est première personne aussi, mais c'est excellent. C'est vraiment, vraiment très bon. Là. En fait, si tu es un fan fini des films d'Indiana Jones, tu peux pas ne pas aimer le jeu vidéo. Il est tellement bien fait. Fan fini, non, mais je pense que j'aime l'univers Je me souviens quand j'étais ado, puis on allait voir les films au cinéma, c'était comme un univers qui était vraiment trippant. Là. C'est plus tard qu'on comprend que c'est plus simple comme histoire, puis c'est moins... c'est une autre vision, mais je me souviens quand j'étais jeune, puis j'écoutais ces films-là, c'était vraiment trippant. Là. Plus jeune, on restait jeune toujours. Donc, on pourrait passer à la prochaine section qui est sur le feu. Donc, ce que tu es en train de cuisiner présentement dans tes jeux vidéo, dans ta console, après ce petit jingle-là. Va falloir que tu m'enlèves cette Bloodborne-là du feu, ça c'est un crime. Ouais, non, mais c'est quand tu le fais que. C'est quoi? Oui, je sais. Quand même, non, mais ce jeu-là. T'as aimé Bloodborne? Ah oui, Bloodborne. C'en est un autre que j'ai pas terminé puis que j'aurais bien voulu, mais c'est un des jeux que les gens. Tu sais, Sony ont la fâcheuse tendance à faire une tonne de remakes des mêmes choses. Et si je fais juste penser à Last of Us, là, ils sont comme rendus à leur 3e, leur 4e remaster de Last of Us. Ouais. Puis les gens veulent, hey, on aimerait ça un nouveau Bloodborne, s'il vous plaît, ou un remaster de Bloodborne au goût du jour. Parce que. Puis ils le font pas. Ça serait très, très belle. Une très bonne addition d'avoir une version récente de ce jeu-là. Moi, c'est dans les jeux. Je fais rarement un jeu 2 fois. Une fois que je l'ai fait, c'est rare, j'y retourne. Puis celui-là, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai recommencé un autre bout. Quand on part au début dans l'espèce de ville, l'ambiance. Après ça, ça ressemble à un Soul, tu sais, plus. Oh, oui, mais le début, là, je parle pas du combat ou du gameplay, là, je fais juste l'ambiance. Ouais. Il est hallucinant. Là, c'est extrêmement réussi, ouais. C'est hallucinant, ce jeu-là. Ce côté-là, ça serait le fun qu'il en fasse ça dans un univers comme ça encore. Mais encore là, régulièrement, on va passer des posts qui, ils vont peut-être, non, finalement, il veut pas. Mais je pense que un jour, il va falloir qu'il retourne un peu vers cette franchise-là. Ouais. Donc, sur le feu, c'est à quoi tu joues présentement, mais c'est le coup d'œil du gars qui est en train de jouer, pas le coup d'œil de... Parce que souvent, on en parlait un peu tantôt, c'est pas une critique qu'on veut, mais pourquoi tu restes dans ce jeu-là? Tu sais, j'en ai parlé, je l'ai déjà mentionné quelques fois ce soir, mais le jeu qui m'accroche depuis quelques années beaucoup, j'y ai toujours joué, mais présentement encore plus qu'auparavant, c'est World of Warcraft.
J'ai mis War Within spécifiquement parce que c'est l'expansion actuelle. Là, c'est important de faire la nuance parce que aujourd'hui, World of Warcraft, c'est plusieurs versions du jeu qui existent. On a ce qu'on appelle souvent la version retail, qui est War Within, qui est l'expansion la plus récente, mais tu peux jouer à WoW classique, tu peux jouer à Vanille, tu peux jouer à Cataclysme, tu peux jouer aujourd'hui à une version qui s'appelle Season of Discovery, qui est Vanille, mais comme réimaginée. Il y en a plusieurs versions. Mais moi, je joue vraiment à War Within. J'aime ce jeu-là de cœur parce que, ça fait partie de mon historique. J'ai toujours joué à Warcraft depuis que ça existe. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais aussi, c'est parce que, encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs MMORPG sur comment est-ce que le jeu est réactif, comment est-ce que tu peux, comment est-ce que c'est que les attaques se passent comme instantanément, puis le gars revient. J'adore l'univers, j'adore l'histoire qui vient avec. J'ai monté une communauté complète là-dessus. Aujourd'hui, je suis GM d'une guilde qui a plus de 800 joueurs à l'intérieur. Je pense que je vais faire un coming out. Là. Ouais. Moi, j'ai essayé de jouer à ça 1h15. Puis j'ai tout fermé. Fait que j'ai pas réussi. Ça m'aurait pris quelqu'un pour me guider peut-être dans ce jeu-là. Tu me parles d'une guilde, je vais te poser des questions. Je suis peut-être pas tout seul à pas connaître ça. Fait que je me dis, on peut peut-être en jaser un peu plus. Tu dis que tu pars une guilde, mais c'est quoi juste? J'essaie de comprendre comment marchaient les gangs, comment tu faisais pour faire les missions. Puis, tu sais, ça a quand même une guilde, c'est un aspect social du jeu. Où est-ce que les gens se côtoient encore et encore. C'est comme avoir une grande équipe, si tu veux. Fait que c'est plus grand que d'avoir juste une équipe de hockey, parce que ça serait comme juste une vingtaine de joueurs, mais une guilde, c'est comme si tu avais une ligue à toi au complet, tu sais, mais qui fait partie de la même équipe. Puis c'est plus facile de trouver des gens pour faire du contenu après ça. Puis c'est quoi, vous êtes quoi, une centaine, 200, t'as combien de monde dans ta guilde? Dans ma guilde, j'ai plus de 800 personnages dans ma guilde à moi. C'est considéré comme étant une très grosse guilde là, dans le jeu. La plupart des guildes ont en général entre 50 et 100 personnages. J'en ai plus de 800. OK. Les personnages, mais ça, les personnages, c'est-tu des joueurs ou c'est... Si je le compte en joueurs, c'est environ, il faudrait que je vérifie les dernières stats, mais c'est environ 350 personnes. Quand même. Ouais. Puis là, t'arrives là, c'est une communauté, t'écris, la gang te répond. Oui, il y a un chat. Moi, je vais aller faire. Il y a un chat in-game. Quand tu te connectes, tu dis « Hey, salut tout le monde, comment ça va? » Des fois, le monde jase dans le chat de guild. Là. C'est un endroit pour ça in-game. On a une communauté Discord aussi, pour rassembler les gens. Ouais. Puis là, les gens disent « Hey, moi, j'aimerais ça aller faire un donjon. » Ça va te paraître que super abstrait, mais j'aimerais ça aller faire une mythique plus 10. Fait que là, il dit « OK, moi, je suis capable de faire ça. Je peux te tanker ça. » Il y en a un qui peut dire « Je vais venir healer, c'est bon, tu sais. » Warcraft, j'aime ça beaucoup parce qu'il y a beaucoup de contenu différent aussi. Okay. Ça dépend vraiment comment est-ce que je me sens, mais peu importe le type de joueur que tu es, c'est un jeu qui peut convenir parce qu'il y a une tonne de choses différentes. Tu peux collectionner, juste parcourir le monde, faire les vieilles histoires. Tu as littéralement comme 10 jeux en un. Tu peux refaire toutes les anciennes expansions dans le jeu, refaire ces histoires-là et tout. Okay. Surtout les expansions récentes où est-ce qu'ils ont beaucoup de cinématiques, de cutscenes, de texte audio, c'est encore plus intéressant à suivre. Tu peux collectionner ce qu'on appelle des transmogs, mais c'est des apparences de vêtements pour après ça habiller ton personnage comme tu veux. Tu peux collectionner des montures que tu peux trouver dans le jeu ou crafter, ou il y en a partout, il y en a qui sont cachés partout. Ça devient une collection numérique de ce que tu as. Il y a plus de 1000 montures différentes dans le jeu. Tu as des contenus un peu plus casual, comme tu peux faire les quests et tout, mais tu as des contenus un peu plus compétitifs, comme quand on parle de raiding, exemple, c'est de monter un groupe de, on va dire 20 personnes, ça va entre 10 et 30 personnes, mais disons 20 personnes pour aller faire comme un gros méga donjon en gang, qu'on appelle un raid. Puis là, il y a, comme tu rentres là, il y a 8, 10, 12 boss, plus le trash à tuer, puis de vraiment comme passer la place au complet. Puis tu peux pas jouer tout seul. Là. Moi, je déciderais d'aller jouer partir dans cet environnement-là, puis je serais capable de battre les boss pareils. Ça dépend des types de contenu. Encore là, ça vient vraiment comment est-ce que tu veux. Tu sais, tout ce qui est le contenu du monde, des quêtes individuelles et tout, tu peux tout faire ça seul ou en groupe. Il y a des donjons spéciaux qu'on appelle des delphes, qui sont des donjons qui sont flexibles de 1 joueur jusqu'à 5 joueurs, que tu peux faire tout seul aussi. Fait qu'il va s'adapter en fonction du nombre de personnes que tu joues dedans. Oui, tu choisis. Le jeu aujourd'hui est construit de manière. Il y a eu beaucoup de contenu saisonnier aussi, mais il est construit de manière à ce que tu peux vraiment choisir qu'est-ce que tu aimes. Tu
fais ce qui te tente. Il n'y a pas de ligne directrice dans Warcraft. Tu n'as pas un chemin précis à suivre de A à Z. Tu as une partie au début, tu commences ton personnage qui est level 1, puis là, tu vas faire des quêtes au fur et à mesure juste pour que ton personnage prenne des niveaux puis devienne plus fort au début, puis atteigne le niveau maximal, qui est exemple le niveau 80. Mais cette partie-là, aujourd'hui, en 2025, ça se fait très rapidement. Là. Un joueur, rapidement. Un joueur inexpérimenté, ça va prendre une trentaine d'heures. T'sais. OK. C'est fait qu'on peut dire, c'est un jeu complet, mais ça, c'est juste la première partie. C'est juste la première partie du jeu. Après ça, tu as tout le côté communauté, gang, que tu viens embarquer là-dedans. Oui, puis le côté saisonnier aussi. Parce qu'il y a une partie, il y a du contenu qui est saisonnier, qui est là tout le temps. C'est des patchs, là, mais ça dure comme environ 6 mois. Où est-ce qu'il y a un nouveau raid, des nouveaux donjons et tout. Fait que là, le contenu saisonnier, tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu décides de le faire, tu peux le faire juste à un niveau casual, exemple, pour aller chercher certaines récompenses, comme une monture de saison, des choses. Mais tu peux le faire de manière compétitive aussi, ce qui est une partie que j'aime beaucoup. Là, on parle de donjons mythiques plus, qu'on appelle. Fait que c'est des donjons que tu as un timer que tu dois réussir dans un temps donné. Puis que quand tu réussis le donjon, tu obtiens une clé avec une difficulté, puis la difficulté de la clé augmente. C'est un modificateur de difficulté du donjon. Fait que tu pars avec un donjon de base, puis plus que tu réussis, plus que ta clé le modificateur dessus devient élevé. Fait que ça devient une mythique plus 10, plus 11, plus 12, plus 13, plus 14. Puis à toutes les fois que tu augmentes la difficulté, ça devient de plus en plus de difficulté, ça devient de plus en plus dur, puis il n'y a pas de maximal. Tu n'as pas de maximal. Le seul maximal, c'est ce que tu es capable de faire. Fait que là, c'est un contenu compétitif où est-ce qu'il y a un ranking mondial, puis où est-ce que les joueurs compétitionnent pour avoir la meilleure cote de saison possible, puis où est-ce qu'il y a des récompenses spéciales, un titre spécial qui est accordé à ceux qui... C'est le 0.1% des meilleurs joueurs. Il y a un title pour ça. OK. À la fin de la saison. T'as-tu déjà réussi à avoir... Non. 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 J'étais un excellent joueur. Ma meilleure saison, avec le personnage que je joue, j'étais dans le top 40 US dans ce ranking-là, ce qui est très bon. Là. Mais, il y a beaucoup de joueurs. Oui, il y a beaucoup de joueurs, mais c'était pas assez encore pour être dans le 0.1% des meilleurs joueurs. Quand même. C'est très compétitif. C'est très compétitif. Mais encore là, ça, c'est une partie qui est, pour certaines personnes, plus stressante, mais c'est vraiment quelque chose qui m'allume, là, le côté compétition, les choses. Là-dedans, là, j'adore ça. Je trouve ça vraiment le fun. Puis quand ça me tente moins, quand ça me tente d'être plus casual, je m'en vais, puis je ramasse des fleurs, puis je ramasse des minerais, puis j'augmente mes professions, puis je vends des crafts à des gens dans le chat in-game. Les gens disent « j'aimerais ça comme me faire crafter une paire de bottes en cuir. » Là, je dis « Hey, moi, je peux te les faire. » Puis que là, la personne, elle t'envoie une commande dans le jeu, puis c'est toi qui l'as fait, puis elle te donne du gold en retour. C'est très social dans certains aspects. OK. Mais c'est intéressant. Mais pour être rendu là, il faut que tu t'investisses quand même. Tu ne joues pas 1 heure par semaine. Ça marche pas. Non, c'est pour ça que je joue pas beaucoup d'autres choses aussi. En particulier, surtout parce que je suis GM d'une grosse guilde. J'ai beaucoup moins de temps à investir dans d'autres choses. Mais heureusement, c'est un jeu qui est tellement complet. Aujourd'hui, là, tu peux faire des courses. Il y a des quêtes de courses dans les airs avec tes montures volantes. Tu as des montures à terre aussi, où est-ce que dans un environnement, dans une place spéciale où est-ce que tu es en auto et tu vas super vite. Tu as des quêtes solo que tu peux faire. Tu peux encore faire toutes les expansions passées puis revoir les vieilles histoires si ça te tente de les faire ou de retourner dans les anciens raids que tu n'avais pas fait à l'époque pour aller collectionner les choses là-bas. Mais tu peux les faire solo maintenant parce que nos personnages sont tellement plus forts aujourd'hui versus le contenu de cette époque-là. Quand tu arrives là, tout est plus facile. Tu peux juste tout démolir tout seul puis juste ramasser les récompenses pour les collectionner, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Puis y a-tu encore un abonnement là-dedans? Je me souviens, là, il y a une histoire d'abonnement, fait que ça te coûte genre 20$ par mois. C'est un jeu à abonnement, ça coûte 20$ canadiens. Voilà. Quand même pas si pire. Pour un jeu que... au nombre d'heures que tu as mis dedans, d'après moi, ce que tu mets dedans par mois, c'est pas ça. si pire. Normalement, quand tu joues à ça, tu investis du temps. Ce qui est cool, c'est que même si tu te désabonnes, tu perds rien. Tu peux ne pas être abonné pendant 10 ans. Puis quand tu reviens... revenir, tout va être encore là. Tout ce que tu as obtenu à l'époque va exister encore. OK. Moi, j'avais entendu parler beaucoup dans le bug où il y avait une maladie puis tout le monde mourait, puis on fermait le serveur. Ça, c'est vieux, là. Ça, c'est vraiment l'édition originale du jeu. Mais il était sorti, je vais quand même raconter l'histoire, c'est cool, là.
Parce qu'il était sorti un nouveau raid dans Vanille qui s'appelait Zul'Gurub. Puis le dernier boss s'appelait Akar. Et ce boss-là, dans un des buffs qu'il mettait, c'était un genre d'infection sur un joueur. Fait que ce joueur-là devait se retirer du groupe jusqu'à ce que l'infection soit passée ou jusqu'à ce qu'il soit mort, puis qu'on le raise, puis qu'il puisse continuer à jouer. Le problème, c'est qu'il y avait un bug qui infectait les pets les animaux, si tu veux, de certaines classes des hunters. Okay. Puis ce qui est arrivé souvent, c'est que les joueurs utilisaient leur Hearthstone pour retourner en ville. Puis normalement, mais en sortant du donjon, l'infection ne t'affecte plus, mais les pets étaient encore infectés, puis ça a infecté les joueurs en ville. Fait que ça a contaminé à l'extérieur du... Oui, à l'extérieur du raid. Puis là, ça s'est mis à infecter dans les villes principales tout le monde, puis là, tout le monde mourait. Mais ça n'arrêtait plus, tu sais, parce que quand tu meurs, ben, tu vas chercher ton corps puis tu reviens. T'es sain, mais il y a encore quelqu'un à côté de toi. Ça a été tellement gros qu'effectivement, ils ont été obligés de fermer les serveurs puis de déployer une mise à jour pour plus que ça arrive, pour plus que l'infection soit disponible à l'extérieur de ces raids-là. Puis ça a été tellement important comme événement que même des épidémiologues, en tout cas ceux-là qui regardent les épidémies, oui. Oui, ils ont étudié des modèles mathématiques de comment cette infection-là s'était propagée à l'intérieur du jeu, à travers les grandes villes puis les petites villes, puis pour en développer des modèles pour répliquer ça sur notre planète, pour voir si ça arrivait, comment est-ce que ça pourrait se spreader, en utilisant les mêmes modèles mathématiques. Puis c'est ça. C'est comme... Oh non, intéressant. En tout cas, j'avais entendu parler de ça. C'est vraiment capoté. Oh non, mais c'est capoté. Ils n'ont juste pas pensé de fermer la porte à une bibite au travers dans leur code. Puis ça s'est appliqué. C'est vraiment... Oui, au même titre que... Oui, exact. C'est ça. Au lieu de... Tu sais, que ça infectait les pets des hunters. Fait que, bref, c'était assez cool. Je jouais pas à cette époque-là encore. Ça, je pense que c'était la patch comme 1.04. C'est vraiment vieux. Okay. Ça, c'est arrivé en 2004 ou en 2005. Là. OK, j'avais l'impression que c'est arrivé plus tard, mais j'ai entendu parler probablement de l'histoire plus tard. Et c'était plus une légende ou un racontage. Ouais, mais non, c'est arrivé pour vrai. C'est vraiment arrivé. Là, ça a affecté. Ils ont vraiment fermé les serveurs pour déployer une mise à jour pour fermer ça puis reset un peu la patente. Là. C'était assez cool. Ouais. Puis à part de ça, y a-tu d'autres jeux que tu joues présentement ou c'est vraiment... Tout est pas mal... Non, j'essaie de jouer à d'autres choses sur le side un peu. J'essaie de revenir à Indiana Jones une fois de temps en temps, mais j'ai vraiment pas le temps. Là, je suis vraiment dans mon... Je parlais tantôt que Warcraft, c'est du contenu saisonnier, donc là, je suis comme dans... On appelle ça un push, là, mais j'essaie vraiment de faire les donjons de Mythic Plus dans de plus en plus difficile, puis d'aller monter ma cote de saison le plus haut possible. Tu sais, je me suis donné un objectif personnel d'atteindre un certain niveau que j'avais jamais atteint encore parce que je trouve que c'est une belle saison et c'est super le fun. Fait que je suis vraiment là-dedans. Mais fait que c'est ça, à cause de ça, j'ai vraiment pas beaucoup le temps là, de jouer à d'autres choses. Puis je m'occupe de ma guilde aussi, puis d'organiser les raids pour ma guilde et tout. Là. Fait que il y a beaucoup de travail, mais je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça super le fun à faire. Question que je voulais te poser tantôt, que j'ai comme oublié, puis que je vais ramener là. Ta blonde, elle game-tu? Oui. OK. Phew! Oh. Oui, elle comprend. Elle comprend. Elle comprend. C'est sûr que des fois, il y a des moments où est-ce qu'elle voudrait que je passe beaucoup plus de temps avec eux autres. Là. Elle a tout à fait raison. Puis je le dis souvent, c'est juste pour de le verbaliser aussi. Je dis, si tu me le dis que un certain soir, tu veux qu'on fasse quelque chose, qu'on regarde un film, whatever, je dis, ça va me faire plaisir. Fais juste me le dire, tu sais. Parce que si tu me dis rien à l'avance puis que j'ai rien à faire, ben c'est sûr que je vais venir m'asseoir à l'ordi puis que je vais venir jouer... parce que j'ai rien d'autre à faire. Puis quand t'es dans le milieu de quelque chose, ben là, de te faire dire, viens donc, ben là, t'as pas, là, je vais finir mon... C'est ça. Tu sais, mettons, je me suis engagé avec mes amis, je dis, c'est beau, à soir, je vais faire un push avec vous autres. Puis là, tu commences, 15 minutes après, ta blonde arrive, elle dit, j'aimerais ça qu'on écoute un film. Tu me le dire avant, tu sais. Là, je me suis engagé auprès de ces personnes-là de faire le contenu avec eux autres, tu sais. Fait que c'est ça. Mais ça s'organise, là. On vit quand même bien. Puis elle, oui, elle joue à des jeux vidéo. C'est une grande fan des Sims depuis plusieurs années. OK. Puis elle joue quand même souvent, là. Puis c'est plus son type de jeu, c'est les Sims? Oui, elle a fait pendant quelques années aussi des critiques sur jouer.com aussi. Je l'avais plugué avec François Tadei. Puis elle a fait des critiques de
des critiques des Sims, entre autres, quand ils sortaient des extensions, des choses, mais aussi de certains jeux là, sur DS qu'on avait bien apprécié. Ça s'appelait une série de jeux qui s'appelle Professeur Layton, entre autres, qu'elle avait testé, là, qu'elle avait vraiment aimé. Hein. Oui, ça c'était intéressant, ça, ce petit jeu-là. Donc, on est rendu à la prochaine section. Comme le seul jeu que tu joues vraiment, c'est World of Warcraft. Ouais. Puis, la prochaine section, dans le fond, c'est demain une autre console. Qu'est-ce qui te hype, qu'est-ce qui vient? Ça peut être un jeu qui n'est pas sorti encore, ça peut être, tu sais, ou quelque chose dans ton fond de backlog que tu ressors, mais que tu as l'intention de jouer comme aussitôt que tu as 5 minutes ou que ta saison se termine. Fait qu'on fait le petit jingle, puis on revient après. Puis, t'en as-tu déjà? Oui, ben là, j'en ai parlé souvent tantôt. C'est sûr que je veux finir Indiana Jones. J'aimerais vraiment c'est pas vraiment un jeu à venir. Ça fait déjà un certain temps que c'est sorti, mais je voudrais vraiment le terminer parce que je le trouve vraiment super cool. Mais dans les jeux qui ont été annoncés récemment puis que je veux vraiment faire, ce serait Metroid Prime 4 Beyond. C'est un jeu que je parlais déjà beaucoup il y a plusieurs années en podcast, sachant que c'était en développement. Puis là, ça sort. Là, ça s'en vient. Puis j'ai vraiment hâte d'y jouer. Je trouve que ça a l'air tellement cool. Puis ça fait combien de temps que t'en parles? Parce que ça fait un bout de temps que tu fais plus de podcast. Fait qu'il est annoncé depuis combien de temps, ce jeu-là? Il est annoncé depuis 2019, je pense, que les premières fois qu'ils en ont parlé puis qu'ils ont dit « Oui, on va le faire ». Je pense que c'est en 2019 qu'ils l'ont mentionné la première fois. Puis il va être à première personne, quand même? Oui, ben c'est la série... Tu sais, Metroid, il y en a plusieurs versions, hein. Mais la série Prime, c'est un passage 2D à 3D qui avait été fait par Retro Studios d'une manière comme inattendue. Les gens jamais ont pensé que le studio serait capable de faire un passage au 3D aussi efficace, mais ils l'ont fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de platforming, il y a beaucoup de level design dans Metroid, puis c'est pas évident de faire un passage du 2 au 3D. Ils l'ont fait avec brio. Ils ont fait une série de 3 jeux, puis tout le monde se disait ce serait vraiment cool si un jour on serait capable d'en avoir une nouvelle itération. Puis là, on est rendu avec Beyond qui s'en vient, là, qui a de l'air vraiment, vraiment cool. Avec des nouvelles habiletés, évidemment, mais là, on n'a pas vu grand-chose du jeu. Tu sais, on a vu un petit trailer de 3 minutes où est-ce qu'on nous présente les habiletés psychiques du personnage, puis qui va être normalement une suite de l'histoire où est-ce qu'on avait arrêté là, après Metroid Prime 3. Puis ça, ben, c'est un jeu Nintendo exclusif, si je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. C'est un jeu qui va être exclusif à la Switch 2, ce qui me frustre énormément. J'ai une dent contre Nintendo avec la Switch. C'est rare que les gens disent ça, là. Parce que la Switch c'était un device qui était conçu d'abord et avant tout pour remplacer la 3DS. En termes de cycle de console, Nintendo sortait toujours une console portable et une console de salon. Mais la console de salon, c'était la Wii U. La Wii U a vraiment pas eu un bon succès. Fait dans leur cycle de développement, ils étaient rendus à faire une console portable, mais là, comme la Wii U n'était pas bonne, ils en ont fait une console de salon aussi. Puis la Switch est sortie, à mon avis, puis là, c'est totalement personnel, mais la Switch est de loin une des pires consoles matérielles que Nintendo a jamais fait. C'est une tablette. C'est cool, le principe, il y a des bons jeux, mais c'est une console, surtout quand on la compare à d'autres consoles de salon comme un portable, c'est une console qui est sous-performante, elle est faite en plastique cheap. Les Joy-Con sont tout le temps brisés. Le matériel coûte cher. Puis pendant des années, je dis, ce serait bien qu'ils nous sortent un refresh de cette console-là pour au moins booster les performances un peu, qu'elle reste rétro-compatible avec les anciennes. Mais ils ont pas fait ça, là. Ils l'ont fait... Quand ils ont fait la Switch OLED, je pensais vraiment qu'ils sortiraient ce qui sortent là maintenant, qui est un boost de performance aussi. Mais là, ce boost de performance-là, il sort maintenant, mais qui est, somme toute, relativement gêné. Fait qu'en gros, on a un Nintendo qui, depuis des années, vire sur du matériel outdated parce que ça coûte pas cher à produire, mais qui la vendent quand même très cher. Le prix des autres ou presque, là. Oui. Pas de fait, mais presque, là. Oui, puis là, une nouvelle Switch 2 qui va coûter le même prix que les autres, mais qui est encore vraiment sous-performante complètement aux autres, qui reste encore un matériel qui est relativement cheap, pareil, même si c'est mieux que ce que c'était. Ça va rester quand même relativement cheap et facile à briser.
Puis là, après ça, l'argumentaire, c'est comme, ben, c'est fait pour les enfants. Je m'excuse, mais je ne vais pas mettre une console de 6,50 $ dans les mains d'un enfant. Fait que, ça fait longtemps que c'est plus pour les enfants, là, ces affaires-là. Ouais. Comme, non, c'est ça, exact. Tu sais, la console cachée dans le mur, c'est pas pire, ou dans l'armoire, puis t'as la manette dans les mains, tu l'échappes, t'as changes. Mais quand t'échappes la console au complet, tu peux pas donner ça à un enfant de 2 ans et quart ou 3 ans. Non, puis tu sais, dans le temps... puis dans le temps de la Wii puis de la Wii U, je défendais beaucoup Nintendo parce que même si la console était moins performante que les autres aussi, on avait une contrepartie où est-ce que Nintendo essayait d'être original avec leur façon d'amener le gameplay des jeux. Mais là, aujourd'hui, ils ont perdu un peu cette touche-là d'originalité. Ça existe encore dans les jeux à l'intérieur comme tel, mais au final, la console est très standard versus ce qu'on trouve sur le marché. Ça ne rend pas les jeux plus originaux de pouvoir jouer avec une souris sur ton jeu parce que ton Joy-Con fait une souris. C'est juste comme n'importe quel autre jeu que tu peux jouer avec une souris, tu sais. Ouais. Ultimement. Puis, tu sais, je trouve que cette compagnie-là s'est un peu perdue sur le chemin en termes de faire plaisir de faire plaisir aux gens. Puis, je trouve ça dommage que la console est aussi sous-performante. Tu sais, qu'elle serait moins un peu, ça serait correct, mais autant. Puis là, j'entends déjà plein de gens dire « Oui, mais c'est pas grave, les jeux ont pas besoin. T'as pas besoin d'avoir une console performante pour avoir des beaux jeux puis qui sont le fun. » Oui, mais tu viens quand même limiter les possibilités créatives de tes créateurs quand tu limites déjà en partant sur ton support ce qu'ils sont capables de faire, tu sais. Ah, effectivement. Puis le problème, surtout, c'est qu'ils ressortent les mêmes jeux d'une console à l'autre. Oui. Tu sais, si c'était rien que du Nintendo, puis ils sortiraient pas de là, on aurait de la difficulté, puis on dirait crime, tu sais, c'est intéressant comme ils le font, puis le kit, mais là, ils ressortent le même jeu, et puis là, tu le regardes, puis très laid, enlève beaucoup de détails, peut peut-être même ralentir les autres, parce que si on a l'idée de le sortir dans cette console-là, ben, peut-être qu'ils vont faire des compromis pour que ça fonctionne. Tu sais, fait qu'effectivement, c'est pas, ils sont pas très compétitifs. Entre autres, le jeu, c'est pas Bloodborne, mais c'est un jeu qui est une des suites spirituelles, si on veut, de Bloodborne qui va sortir exclusif sur la Switch 2. Puis, on voit déjà on voit déjà que sur le plan technique, ça va être en arrière. Je suis sûr que le jeu va être très bon pareil. Ça change absolument rien, mais je trouve ça dommage que tu limites vraiment le pouvoir de créativité de tes créateurs, de tes développeurs, juste parce que tu veux faire un max de profit sur le matériel dès le départ. Ouais. Ah non, c'est clair. C'est clair que c'est un peu... Je partage ton avis là-dessus. J'ai hâte quand même de voir la console. Ce que je comprends, ils l'ont quand même techniquement amélioré. Les Joy-Con sont supposés de changer un peu. Un écran un peu plus grand. Tu sais, j'ai une Steam Deck, moi, puis c'est le fun, ça, d'avoir ça entre les mains, d'être dans la oui, c'est pouvoir fun. jouer avec le kit. Fait que, tu sais, c'est quand même une belle console. Je suis convaincu qu'elle va être belle, mais pour le prix, ben, tu vas avoir une Steam Deck ou tu vas avoir une même moins cher. quelque chose de genre. Un Steam Deck, ça démarre à 400$ si je ne me trompe pas. Tu sais. Puis si tu apprends reconditionner, elle va te coûter moins cher. Encore moins cher, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Là, tu compares des machines qui sont complètement différentes. Là. Puis il y a d'autres compagnies qui sont en train d'en sortir pour à peu près les mêmes prix. Qui sont plus comme un ordinateur, comme un PC, qui a beaucoup plus d'options. Fait que c'est drôle. D'après moi, c'est comme les iPhones. Ça. Il y a une clientèle qui sont... qui aiment cet environnement-là, puis sont déjà gagnés d'avance, puis ils n'ont pas besoin de travailler plus fort pour aller en chercher d'autres. Ils ont déjà leur crowd. Là. Tout à fait. Puis il y a une contrepartie positive à ça aussi. Après ça, ça force les développeurs à mieux optimiser leurs jeux et leurs affaires pour que ça puisse fonctionner correctement sur cette plateforme-là, qui va être très probablement fort populaire. Mais j'aime pas le double discours après ça qu'on dit Nintendo, c'est pas grave, ils ont un passe-droit, c'est pas grave si leur console est moins performante. Alors que t'as un Xbox Series S qui est moins performant, puis qu'on dit c'est la faute de la Xbox Series S si les jeux sont pas beaux aujourd'hui. Tu sais, ça fait aucun sens comme argumentaire. Fait que j'aime pas ce genre de discours-là. Tu sais. Si là, t'étais un devin, là, quel jeu tu nous annoncerais? Tu sais, tu pourrais dire, hey, là, dans ma guilde, là, dans ma gang, là, on a fait une espèce de power, là, puis il y a quelqu'un qui est descendu puis qui est venu nous dire le prochain jeu, le plus hot qui s'en vient, ça va être. C'est quand même une maudite bonne question. Puis j'avoue que ça, j'avais pas vraiment réussi à y trouver de réponse quand tu m'en avais parlé, mais j'aimerais vraiment revoir des jeux d'aventure un peu plus à l'ancienne. Tu sais, j'aimerais que Nintendo, exemple, nous annonce ou qu'il soit développé un Zelda, mais construit un peu à l'ancienne. Tu sais, comme
Exemple, En visométrique? Non, pas Non. dans ce cas-là, mais tu sais, comme. Parce que Zelda, depuis Breath of the Wild, a changé, si on veut. Tu sais, c'est devenu maintenant un jeu beaucoup plus ouvert où est-ce que tu fais les choses dans l'ordre, puis tu n'as pas vraiment de ligne directrice. Alors qu'à l'époque, tu avais une structure dans ces jeux-là qui t'obligeait à aller faire. Par exemple, si je prends Ocarina of Time, ça t'oblige à faire le premier donjon pour réussir à avoir le premier objet. Puis cet objet-là te permet de compléter le donjon puis d'accéder au donjon suivant pour obtenir un nouvel objet qui te permet de compléter le donjon puis d'accéder au suivant et ainsi de suite. Tu sais, il y a une structure. Puis je trouve que les mondes ouverts, c'est bien. Ça offre plein de possibilités. Mais avoir un jeu qui est linéaire, ça permet aussi de raconter une histoire plus facilement. C'est plus facile de raconter une histoire qui fait du sens quand ton jeu est linéaire. Puis je trouve que dans des jeux d'aventure, particulièrement, ou des RPG, je trouve que ça manque. Je trouve que dans les dernières années, on est allé beaucoup dans les jeux ouverts, dans les mondes ouverts, où est-ce qu'on pouvait faire tout, n'importe quand, n'importe comment. Puis d'avoir cet aspect-là où est-ce qu'on te raconte une histoire, puis avec des cutscenes, je trouve que ça manque. Moi, ça fait longtemps que je suis pas tombé dans un jeu où je m'identifie au personnage. Mm. Tu sais que le personnage où tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé dans un Medal of Honor, là, à un moment donné, tu es assis à un bar, puis il y a un de tes partners qui s'en va, puis dans le deuxième qui ont sorti, le jeu commence là, dans ce bar-là, puis tu repars la mission à partir de là. J'ai comme eu un feeling de, tu sais, hey, yes, je suis revenu, je suis dans mon film, dans mes affaires, puis ce jeu-là était très... tu sais, quand il y avait des loadings, tu les voyais pas, mais t'avais toujours des partners qui jazzaient, puis c'était un corridor pur, là. Ouais. Mais t'as l'histoire, puis t'as le personnage, t'avances dedans. En tout cas, ce jeu-là m'avait frappé beaucoup. Puis dans le temps, c'était beaucoup plus fréquent. Mais quand est venu la mode des mondes ouverts, là, de suivre l'histoire, comme dans Assassin's Creed, là, ils réussissent quand même à mettre le noyau, mais tu te perds dans les quêtes secondaires tout partout. La map est super grande. C'est le fun, mais à un moment donné, tu sais plus pourquoi tu joues, tu sais. Non, c'est ça, exact. Puis Warcraft est un peu construit de la même façon, mais ils ont trouvé du moins, ça reste une opinion personnelle, mais je trouve qu'ils ont trouvé une bonne façon d'intégrer une ligne d'histoire comme linéaire maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, et d'offrir du contenu ouvert ensuite. Parce que la ligne de quest linéaire ferme le reste du contenu. Fait que t'es obligé de faire la quest principale sur ton premier personnage avant d'accéder au reste puis d'avoir le monde ouvert. Puis quand tu fais un deuxième personnage, exemple, moi je disais un druide tantôt, mais ça me tente de faire un warrior. Mais mon warrior n'est pas obligé de repasser par l'histoire principale. Il peut juste comme accéder au monde ouvert tout de suite parce que mon personnage principal l'a déjà fait. Ça, je trouve que ça a été une bonne solution pour amener pour trouver un juste milieu entre ces deux mondes-là, finalement. Puis ça permet à un jeu comme ça de mieux raconter une histoire. Mais je m'ennuie de l'époque où est-ce que, comme Skyward Sword. Skyward Sword, c'est un jeu que les gens n'ont pas beaucoup apprécié en général, mais moi, j'avais adoré l'histoire. Puis j'avais trouvé que c'était un lent crescendo vers une fin comme totalement épique dans ce jeu-là. Puis Breath of the Wild, autant que j'ai adoré ce jeu-là, mais il a fallu que je le fasse 2 fois pour l'aimer. Puis je trouvais que c'est ça que ça manquait. Je trouvais qu'il manquait cet aspect-là de on vient te raconter une histoire. L'histoire dans Breath of the Wild est cachée dans des souvenirs qu'on appelle, qui sont des séquences vidéo, mais qui sont cachées dans le monde, et tu tombes dessus sur ces moments-là comme complètement par hasard la première fois. Si tu passes à côté, il te manque des morceaux de puzzle pour faire ton histoire. C'est ça. T'as pas vraiment l'histoire, puis c'est comme des souvenirs du passé qui t'expliquent des moments d'histoire, mais ils sont pas expliqués de manière linéaire. Il faut que toi-même, tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé, puis que tu refasses dans ta tête ces chemins-là. Et c'est un peu la même chose aussi avec le Tears of the Kingdom qui ont sorti après que j'ai pas aimé du tout. J'étais super déçu par Tears of the Kingdom. Donc, je trouve que ça manque. J'aimerais revoir, puis ça serait littéralement ça, un Zelda, parce que je suis un grand fan de cette franchise-là, mais linéaire, avec en 3D, où est-ce que je dois refaire la même structure qu'auparavant, tu sais, donc accéder à des donjons pour débloquer des choses, mais avec des technologies modernes où est-ce qu'on m'offre des cutscenes, du texte audio, des choses comme ça, puis que j'ai vraiment une histoire à suivre. Je veux en savoir plus sur cet univers-là, mais je veux qu'on me le raconte dans des moments comme ça, tu sais.
Complètement d'accord avec toi. Ça nous manque vraiment. En tout cas, moi, ça me manque vraiment beaucoup. Il y en a que ça leur manque pas, je suis convaincu, mais c'est ça. Je trouve que c'est engageant dans ces jeux-là. Clairement, clairement. Hey, je pense que ça a fini pas mal le tour des jeux que tu avais à nous présenter ce soir. Hey, merci de ta générosité, sérieux. Je suis vraiment content que tu aies pris du temps pour venir me voir. Tu es quelqu'un que j'ai écouté beaucoup, puis c'est ça. C'est comme. Merci pour l'invitation. C'est super apprécié. C'était le fun. Je savais pas trop comment j'allais sortir non plus parce que je me suis préparé, mais pas trop aussi en même temps parce que j'aime pas la préparation. Ton maquillage est correct, c'est beau. OK. Si seulement. Si seulement. Et puis, une prochaine fois, peut-être. Mais tu sais, si ça t'intéresse, on peut se reparler dans 6 mois, dans 1 an, ou viens nous reparler où est rendue ta pile, puis on regardera les jeux que t'as. On se réinvitera la prochaine expansion de WoW, je t'expliquerai où est-ce qu'ils sont rendus. Ouais, tu viendras me refaire un petit bout, puis me faire la promotion de ce bout-là. Ça sort l'année prochaine. OK, bon, mais merci de l'offre de revenir jaser avec moi. Tu sais, dans le fond, le backlog, là, c'est bien plus un prétexte de parler de jeux vidéo, puis de sortir un peu les gens de leur... à date, j'ai juste parlé avec des gens qui font des podcasts, ou comme toi, là, qui est rendu sur Twitch, puis on vous voit tout le temps dans ces cadres-là, mais là, c'est essayer de sortir les gens un peu de leur... de rencontrer l'humain un peu plus, puis de jaser avec eux, mais avec un prétexte de jeux vidéo, bien sûr. Ça a fait grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des places qu'il faut qu'on aille te voir? Là, c'est le temps de te plugger s'il y a des choses à plugger. Essentiellement, c'est sur Twitch. Donc, maintenant, mon identité numérique, c'est Max Grandpré. Je l'expliquais tantôt, mais parce que moi, c'est Max, puis Grandpré, c'est mon nom de personnage principal dans les jeux vidéo. Donc, j'ai fait un mix comme ça. Puis je trouvais que ça sonnait un peu comme Max Tremblay, mais j'ai arrêté d'avoir du stream sniping à cause de ça. Fait que, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais bref, sur Twitch, Max Grandpré, il n'y a pas d'accent. C'est la même chose sur YouTube aussi. Max Grandpré aussi sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Je ne suis pas tellement présent sur Facebook. Je ne suis plus du tout présent sur X. Vous allez me trouver sur Blue Sky et sur Threads aussi si vous voulez jaser à ces endroits-là. Mais X, non. Trouver, parce que quand je t'ai cherché, moi, j'ai regardé Facebook, j'ai regardé, tu avais des pages web, ils sont encore là, mais plus alimentées. Non, ils sont plus alimentés. Je suis tombé sur des trucs, là, j'ai dit, oh, tiens, c'est plutôt... ça vivote un peu. Fait que là, j'ai dit, crime, il est-tu encore... J'ai pas pensé le voir sur Twitch. Là. Non, c'est ça. J'avais un site web qui était maximetremblay.com, mais ça, c'est très... ça n'a pas été alimenté depuis 3-4 ans facilement. D'ailleurs, justement, je pensais à ça aujourd'hui, de faire un nouveau site web là, pour assembler mes projets, puis peut-être mes prochains guides que je ferai pour Warcraft. Hein. Super. Puis merci beaucoup. Pour ce qui est du backlog, vous pouvez le retrouver sur, si vous m'avez trouvé, tout dépendant où vous m'avez trouvé, il y a plein de places où on est. C'est sur Apple Podcasts, sur YouTube Podcasts, YouTube aussi en vidéo. On a aussi Balado Québec, qui est comme la place centrale où je dépose les podcasts, soit en vidéo, soit en audio seulement. Spotify aussi. Fait que finalement, là, quelqu'un qui... C'est partout. Bon, mettons qu'on a pas mal des principales places pour les écouter. Encore une fois, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires à passer, il y a des affaires qui vous tombent sur les nerfs, des affaires que vous aimeriez peut-être que je développe un peu plus dans les idées, je prends les commentaires, là, écrivez-moi, faites-moi des pouces, passez des commentaires. C'est le fun d'avoir des feedbacks et de savoir qu'est-ce qu'on fait, si c'est apprécié ou pas. Puis j'en ai pas tant là, présentement, là, des retours. Il y a quand même beaucoup de monde. Là. Je pense que je suis capable de remplir une petite salle de 100 personnes là, présentement, qui écoutent les podcasts. Là. Mais ça serait le fun d'avoir des retours. Ce serait très apprécié. Merci beaucoup. Et on va terminer avec ce petit jingle. Merci beaucoup, Max. Merci.